Et on va s'intéresser aux banques ce matin en compagnie d'un spécialiste, Patrick Gou. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes analyste banque chez Groupama Asset Management. Avec vous, on fait le point 10 ans après la crise financière. On l'a appris il y a quelques semaines. Les banques sur la planète se confortent maintenant aux objectifs de Bâle 3 en termes de fonds propres, c'est-à-dire ces fonds qu'il faut qu'elles détiennent pour ne pas répéter les excès d'il y a 10 ans. Bref, est-ce que l'environnement bancaire est plus sain aujourd'hui en 2017 ? C'est incontestable que l'environnement bancaire est plus sain. On a eu une amélioration des fondamentaux des banques au cours des 10 dernières années, soutenue par la réglementation, et comme vous le disiez, soutenue y compris par Bâle 3 en termes de solvabilité, puisque les banques ont beaucoup plus de capital, en termes de liquidité, en termes d'adossement actif-passif. Et puis, on a eu également des efforts importants en termes de supervision. Donc on a eu un renforcement des banques depuis 10 ans et on voit que ce renforcement se poursuit dans la période actuelle avec du point de vue réglementaire, plus de pragmatisme, avec une volonté de terminer l'assainissement du secteur bancaire dans un certain nombre de pays où il y avait encore des banques fragiles, et avec un environnement de taux qui commence à se stabiliser, donc qui donne un peu plus d'air aux banques. Voilà. Alors on va commencer par ça, puisqu'on a eu quand même des grands efforts de la part des argentiers mondiaux, BCE, Fed, qui ont injecté des milliards de liquidités pour aussi assainir tout ce qu'il fallait et ne pas perturber ce bilan des banques parce qu'elles étaient vraiment en lien justement avec ces énormes dettes d'État, et ça, on a fait frôler la catastrophe. Est-ce que les banques centrales continuent à jouer le jeu justement pour favoriser ce système bancaire? Oui, elles le jouent de deux façons. D'abord du point de vue du soutien à la liquidité des banques. Aujourd'hui, les banques bénéficient d'une liquidité abondante et la politique de la BCE le permet. Et puis on a vu que la politique de BCE, plutôt en tant que superviseur des banques, continuait à favoriser l'assainissement des actifs du secteur bancaire. On a vu que la BCE, en tant que superviseur, apportait vraiment le fer dans la plaie en termes de banques fragiles, par des audits, par des stress tests, pour obliger les banques à se recapitaliser. Et derrière, on a vu que les États, alors là c'est moins les banques centrales, c'est plus les États, que les États soutenaient en Europe, que les autorités européennes soutenaient cette dynamique avec finalement des mesures qui ont été prises, qui étaient un peu exceptionnelles, un peu inattendues, d'autoriser des sauvetages publics à nouveau de banques, sans imposer de pertes pour certains créanciers seniors, ce qui allait sans doute au-delà de ce qu'on comprenait être l'environnement réglementaire suite à la crise. Mais en tout cas, on sent qu'aujourd'hui, les autorités veulent vraiment continuer à assainir le secteur et faire en sorte que les banques puissent à nouveau, ce qu'elles font dans beaucoup de pays, mais ce qu'elles doivent encore continuer à faire dans d'autres, prêter à l'économie et soutenir l'économie. Alors justement, on parle toujours des banques un peu fragiles, surtout sur les États dits périphériques, l'Espagne, l'Italie. Là, est-ce que le boulot a été fait également, ou est-ce qu'on est toujours avec les caisses en Espagne, avec des petites banques en Italie sur un secteur plus fragile? Alors on peut dire en schématisant que le plus gros a été fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Europe, le niveau des douteux, c'est à peu près 4-5%, ce qui est un niveau donc, de prêts non performants tout à fait acceptable. Mais dans certains pays, c'est beaucoup plus. En Italie, en Irlande, c'est 15-17%, au Portugal, c'est 20%, en Grèce, c'est encore plus. Donc il y a dans un certain nombre de pays des acteurs qui ont des douteux importants. Et on a vraiment senti que les autorités ont cherché depuis le milieu de l'année 2016 à assainir un certain nombre de grands acteurs. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte quand même forte de la part. Il y a une contrainte très forte. La BCE, vraiment, via les audits et les stress tests, a obligé les banques à prendre des mesures, à se recapitaliser, à se resolvabiliser. Donc il y a eu des mesures très fortes. Après, est-ce que tous les acteurs ont été bien pris en compte? On peut dire que les plus gros, aujourd'hui, ont été clairement traités dans ces pays. En tout cas, je pense à l'Italie ou l'Espagne. Il peut rester quelques petits acteurs encore qu'il va falloir continuer à nettoyer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le niveau des douteux dans ces pays reste élevé, mais qu'on a forcé les banques à avoir plus de capital, plus de provisions face à ces risques. Donc ça, c'est positif. Et pourtant, on dirait que ça ne suffit pas, puisqu'après Bâle 4, c'est pas exactement Bâle 3, pardon, il y aura Bâle 4, c'est-à-dire des mesures encore plus strictes pour les banques. C'est pas forcément une bonne nouvelle. En tout cas, les banquiers se disent, bon, maintenant, ça suffit, il faut nous laisser faire notre métier et justement prêter à l'économie.
Alors c'est tout à fait ça. On peut dire quand même que, c'est pour ça que je parlais de plus de pragmatisme dans l'approche réglementaire, qu'on sent quand même le vent tourner. Jusque-là, en termes de réglementation, et il y a encore un an, on s'attendait à un BAL 4 très dur, et on était avec les États-Unis qui insufflaient un vent du toujours plus de réglementation, toujours plus de contraintes pour les banques. Or, aujourd'hui, on a eu un changement de président aux États-Unis avec une approche beaucoup plus pragmatique. C'est America First, c'est-à-dire cette idée qu'en interne, on va essayer plutôt d'adoucir, et en externe, on demande plus de pression, plus d'exigences pour les banques non américaines, donc via le comité de Bâle, toute la discussion autour de Bâle 4, où les États-Unis essayent de limiter le bénéfice du recours au modèle interne qu'utilisent les banques pour calculer leurs exigences en capital. Il faut savoir que c'est un sujet qui ne concerne absolument pas les banques américaines. Donc elles essayent d'imposer plus de réglementation. Mais ce qu'on a bien vu, c'est que de l'autre côté, en Europe, au pragmatisme américain a répondu le pragmatisme européen. Donc une volonté de défendre plus les banques, de dire nous on croit au modèle interne, on veut les valider, on veut les vérifier, mais on croit au modèle interne. Et de dire il va falloir aussi qu'à un moment cette logique de toujours plus de réglementation cesse. Donc c'est positif, c'est plus pragmatique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un BAL 4. BAL 4, la réunion d'ailleurs du comité de Bâle est en ce moment, aujourd'hui et demain, et puis il y en aura d'autres encore. Ça veut dire qu'en tout cas, le BAL 4 sera moins pénalisant que ce qu'on pouvait craindre il y a un an. Voilà, mais ça ne veut pas dire. Notamment pour ces banques européennes, c'est vrai qu'ils doivent. Et notamment pour ces banques européennes. Faire face à ces géants américains, les Américains qui n'hésitent pas en plus à déployer tout l'arsenal. On a vu aussi des amendes assez extraordinaires. On se souvient des quasiment 9 milliards payés par BNP il y a quelques années. Alors la banque s'en est remise évidemment, mais c'est vrai que là il faut aussi une riposte organisée, je dirais, en Europe. Alors le problème des litiges, je dirais que c'est un problème un peu différent, puisque là les Américains disent que c'est une décision de justice. On sait que le droit américain est souvent beaucoup plus dur en termes d'exigences, de pénalités, de dommages et intérêts. Et donc la difficulté, c'est qu'en Europe, notre culture du droit est assez différente, avec une culture où sauf peut-être, on l'a vu au Royaume-Uni, les amendes ou les dommages et intérêts sont beaucoup plus limités. Bon. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les banques américaines, elles aussi, ont été soumises à des litiges importants. Donc de ce point de vue-là, on peut avoir quand même l'impression que, même si pour certaines banques les amendes posaient problème, pour d'autres, elles sont en ligne avec la pratique qu'on a vue pour les banques américaines. Le traitement qu'en faisaient les autorités américaines vis-à-vis de leurs mais récemment, sur l'épisode Deutsche Bank, par exemple, on parlait aussi d'amendes assez fortes. Finalement, ça s'est réduit parce que voilà, Deutsche Bank a dû négocier ou montrer les muscles. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans les négociations, on comprend qu'avec les autorités américaines, c'est une mélange de il faut avouer sa faute, et d'une part, et deuxièmement, il faut prouver sa bonne foi en termes de collaboration avec les autorités américaines. Et si c'est le cas, on comprend qu'il y a une négociation possible, et c'est ce que toutes les banques essayent de faire, pour essayer de limiter le montant de la facture. Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas de la pratique de toutes les banques, ce qui peut expliquer que certaines banques ont eu des amendes plus élevées. Donc un environnement assaini, qui va mieux, une réglementation qui est aussi plus mesurée, ou du moins qui est mieux adaptée. Les défis qui attendent les banques en 2018, on pense notamment à ces taux qui sont quand même extrêmement bas, qui pénalisent une forte partie de l'activité. Vous suivez ça de près, évidemment, ce qui se passe à la Fed, à la BCE. Oui, alors ce qu'on quand même, on peut tous constater, c'est qu'aujourd'hui on a une stabilisation des taux d'intérêt. Et cette stabilisation d'intérêt, elle veut dire qu'à moyen terme pour les banques, les marges d'intérêt vont se stabiliser. Donc ça, c'est très favorable, parce qu'on avait vu avec la baisse des taux, les marges des banques se réduire, ce qui évidemment, en plus des charges réglementaires, leur mettait une pression en termes de résultats, en termes de rentabilité. Donc ce qui est favorable, c'est que si les marges se stabilisent, eh bien demain les banques vont pouvoir, grâce au volume, grâce à la dynamique économique, quand même faire croître leurs revenus. Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que selon les pays, cet impact de la stabilisation des taux, et peut-être demain on l'espère de la remontée des taux, est plus ou moins rapide. Dans les pays où tous les prêts... Qui va en bénéficier le plus ou le plus par exemple, les banques italiennes. Prêts variables, taux variable, parce que tout est à taux variable, les prêts, les dépôts. Là où, par exemple, les banques françaises, comme les prêts, les dépôts sont souvent, au moins vis-à-vis des particuliers, à taux fixe, l'impact sera beaucoup plus lent. Donc on va encore voir des marges d'intérêt des banques françaises
diminuer. Là, on verra les marges d'intérêt des banques italiennes se stabiliser. Effectivement, et on en parlait tout à l'heure dans la première partie de Direct Marché, les taux qui restent extrêmement bas. Voilà, bon, c'est pas encore le relais de la transformation. Justement, des banques qui sont confrontées à des défis, on en parle dans un instant avec vous, Patrick Gou. On va parler justement de la transformation digitale et même de la transition énergétique. À tout de suite.